Bonjour mes chers cinquièmes, nous allons revenir sur le dernier document que vous avez étudié, notamment sur les conséquences de ce rendez-vous climatique organisé par les États-Unis et qui mettait une pression sur le Brésil. Il a été en effet signalé à la fin de ce petit exposé que la déforestation n'allait pas forcément disparaître malgré les annonces du président Bolsonaro. Donc nous allons un petit peu voir aujourd'hui pourquoi la déforestation dite illégale sévit, et nous verrons que le Brésil n'est pas le seul pays à être touché par ce phénomène depuis au moins une vingtaine d'années. Alors, quel constat fait-on de la déforestation illégale au Brésil? Selon des ONG internationales, des organisations donc non gouvernementales, qui s'intéressent à préserver à la fois les populations amérindiennes, mais également l'environnement, recense entre 60 et à 80% des arbres qui sont abattus de manière illégale. Les principales formes de cette illégalité, à grande échelle, sont souvent une occupation illégale de ces zones forestières et qui pousse à une exploitation donc illégale du bois dans les zones notamment appartenant à l'État, ce qui est le cas au Brésil où l'État partage avec des collectivités locales, c'est-à-dire des villes qui possèdent des territoires boisés. Au total, cette industrie forestière est en train de détruire la plus grande forêt tropicale du monde. On recensait dans les années 2013-2014 environ 8 millions d'arbres qui pouvaient être abattus par an dans la seule partie brésilienne. On peut imaginer chaque année qu'il y a environ 24,5 millions de mètres cubes de bois qui sont alors extraits, sciés et transformés. D'ailleurs, cela nous rappelle la caricature que nous avions étendue de Pierre Chenu sur justement cet homme d'affaires qui faisait participer, soi-disant, les Amérindiens à la destruction de leur propre espace de vie. Donc je vous invite à recopier comme trace écrite évidemment ce bilan dramatique au niveau écologique de la déforestation illégale qui touche particulièrement le Brésil. Alors pour comprendre l'usage de cette déforestation toujours illégale, nous allons nous intéresser rapidement sur les méthodes. Pourquoi la lutte est compliquée? D'abord, il y a ce qu'on appelle une corruption qui s'observe à la fois au Brésil mais aussi dans d'autres exemples. Il y a un paiement sous la main ou des avantages fiscaux ou des avantages économiques qui sont donnés soit aux représentants du pouvoir local, aux communes, aux mairies, soit aussi à la police justement des forêts. Donc cette corruption est de plus en plus importante. D'autant plus qu'il peut s'avérer que des grandes entreprises utilisent cette corruption pour pouvoir s'installer dans telle ou telle région. Ensuite, il y a l'usage de faux documents, des fausses autorisations de travaux, ou tout simplement des titres de propriété qui ne sont pas vérifiés. De plus, la déforestation, parfois, se fait aussi de manière illégale, à la fois pour polluer un endroit où on sait qu'il y a des ressources minières, avec des enjeux économiques. Justification de la création d'une mini-ville, création de milliers d'emplois, et donc un argument qui va dans le sens, comme on l'avait vu en classe avant le confinement, celle qui consiste à dire le fait de créer des emplois, on diminue la pauvreté. Alors, je vous mets une liste de quelques autres pays qui sont également touchés par ce phénomène actuellement, avec toujours des conséquences dramatiques à la fois sur le point de vue écologique, social, politique et économique. Par exemple, en Indonésie, en Asie de l'Est, 80% de la déforestation est faite pour produire de l'huile de palme, dont le 3/4 sont voués à l'exportation et qu'on retrouve dans une grande partie des produits à la fois de consommation mais aussi de soins. L'exemple du Nutella est le plus parlant, même si la marque s'est engagée à ne plus pratiquer la déforestation chez les fabricants ou producteurs d'huile de palme. On a également dans le bassin du Congo, qui concerne en fait plusieurs États, comme la RDC par exemple, où des projets de plantation se multiplient à travers la forêt équatoriale, toujours pour produire de l'huile de palme.
L'huile de palme est un produit très largement utilisé de manière internationale à partir de la fin du XIXe siècle, lors de la colonisation européenne, notamment en Afrique et en Asie. On découvre l'huile de palme et on lui donne un rôle industriel, et aujourd'hui nous sommes sur un legs à la fois historique. Ces régions connaissent à la fois en plus des déstabilisations politiques avec des groupes armés et des luttes improbables. Au Cameroun, également en Afrique, le plus vaste projet de plantation de palmiers à huile est également dans le viseur des autorités internationales et nationales, avec sans doute des enjeux d'usage de faux documents pour la fabrication de l'huile de palme et la destruction de forêts denses. On revient en Amérique du Sud, des pays voisins au Brésil sont également touchés par ce phénomène. Colombie et au Pérou, on a également une exportation notamment importante liée au bétail, et puis la Bolivie qui est voisin du Brésil, dont le soja est exporté à l'étranger à 75%, qui est le principal facteur de déforestation illégale dans la partie amazonienne du pays. D'ailleurs, la Bolivie, dans sans doute 20-30 ans, n'aura quasiment plus de forêt amazonienne sur son territoire si elle continue ainsi. Alors pourquoi est-il si difficile de lutter contre la déforestation illégale au vu de ces constats? Revenons un petit peu sur le contexte économique. Plusieurs enquêtes menées à la fois par des entreprises responsables ou bien des ONG ont recoupé des chiffres, et voir aussi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'Organisation mondiale du commerce de l'ONU, ont tiré des conclusions inquiétantes. Cela concerne d'abord 20 pays au niveau international. Ces 20 pays ont tous un point commun, ils se trouvent dans des zones tropicales où existent de grandes forêts équatoriales, l'Amazonie en première, celle également qu'on trouve en Afrique dans le bassin du Congo, ou bien les grandes forêts équatoriales qu'on peut retrouver dans l'Asie de l'Est ou en Océanie, Nouvelle-Papouasie par exemple. On estime que par exemple 40% de l'huile de palme échangée au niveau international proviennent de régions ou d'espaces où on pratique la déforestation illégale. Cela concerne également 20% du soja, 33% également des bois tropicaux, qui vont être soit vendus en brut, ou soit transformés en direction justement de l'Europe ou de l'Asie, proviennent de régions également touchées par la déforestation illégale. N'oublions pas également le bétail. Le bétail, il y a le bétail qui est transformé, mais il y a aussi le bétail qu'on va déplacer d'un endroit à un autre, notamment qu'on va déplacer sur de gros porte-conteneurs. N'oublions pas qu'au mois de mars, un porte-conteneur a bloqué le passage au canal de Suez, et il y avait un autre porte-conteneur qui était bloqué avec à son bord plus de milliers, de dizaines de milliers d'animaux de bétail qui devaient être destinés à tel ou tel pays. Ces animaux représentent, notamment les bœufs, 14% qui proviennent de terres illégalement déboisées. Alors pourquoi il est difficile de lutter? Mais parce que tout simplement cela représente une somme économique très importante. Cela représente 60 milliards de dollars en moyenne par an, soit 46,5 milliards d'euros, selon Forest Trends. Donc, les intérêts économiques sont beaucoup plus forts, et lorsque on commence à justifier cette pratique, on explique que cela crée des milliers et des milliers d'emplois. Donc, une situation en fait très complexe. Quelles seraient les solutions réelles pour lutter contre la déforestation illégale? C'est là où des pistes sont encore une fois avancées. Finalement, Bolsonaro, dans ses déclarations il y a quelques jours, n'a rien inventé. Elles sont d'ailleurs déjà préconisées par le gouvernement fédéral brésilien depuis au moins les années 2015. D'abord, c'est renforcer et rendre effectif le code forestier. Donc c'est un code qui s'applique, comme en France, dans l'usage du bois qui serait strictement limité selon certaines zones protégées. Elle stipule que pas plus de 20% des propriétés privées en Amazonie légales ne peuvent être déforestées. Donc on essaye de garantir déjà 20% minimum. Évidemment, cela reste insuffisant pour l'équilibre écologique. Ensuite,
il y a une mise en place d'un système de traçabilité électronique du bois afin de vérifier en temps réel la provenance de la destination de la production. Alors encore une fois, difficile d'avoir une traçabilité électronique. Qu'est-ce que ça signifie? Un code barre sur chaque arbre qui serait entouré donc par un code barre pour bien montrer qu'ils ne peuvent pas être abattus, ou bien une puce implantée dans chaque arbre. Ça, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments précis de réponse. Ensuite, il y a renforcer les pouvoirs des polices fédérales, de l'État, de façon à renforcer la gouvernance. Les entraves à la loi doivent être pénalisées et les procédures judiciaires doivent aboutir. Mais, encore une fois, il faut des moyens. Et puis, il y a aussi le niveau international. Il est facile de moraliser seulement le Brésil, alors que beaucoup de pays ou d'entreprises internationales profitent également de ce mécanisme. Au niveau international, il semble qu'il faut un vrai engagement des grandes puissances, à la fois la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, le Brésil, l'Inde, le Japon, pour au moins limiter la déforestation et puis sans doute changer les pratiques industrielles qui sont liées au système capitaliste. Et les entreprises, elles, doivent s'engager évidemment à mettre en place une législation, par exemple en Union européenne, qui contraint pour faire en sorte que tous les produits mis sur le marché soient légaux et proviennent de forêts gérées durablement. C'est donc un gros défi qui est déjà mis en place depuis quelques années, mais qui montre toutes leurs limites. Beaucoup d'entreprises restent encore réticentes, et donc cela nécessite énormément d'efforts, de sensibilisation auprès du grand public pour justement essayer d'acheter des produits qui ne proviennent pas de zones où la déforestation illégale est pratiquée. Alors, pour préparer cette mise au point sur la déforestation, je me suis appuyé évidemment sur divers documents. Je vais vous en donner quelques-uns que j'ai utilisés. Donc, vous avez d'abord le site Greenpeace, cette ONG internationale qui lutte depuis une trentaine d'années pour la cause climatique, mais également une meilleure approche humanitaire des choses, avec une note de synthèse qui est déjà publiée en mars 2008 par Greenpeace France, avec comme titre « Le bois illégal brésilien se déverse en Europe et détruit l'Amazonie ». Ensuite, un deuxième site, celui de l'entreprise Ekwatso, qui est une entreprise privée qui propose une solution digitale et des services associés comme du conseil, de l'audit d'entreprise, diagnostic ou de la formation, et qui depuis se tourne également sur la question de l'environnement, des questions durables. Et puis, pour terminer, également, la ONG Forest Trends, qui est une ONG américaine fondée depuis 1998, basée à Washington DC, qui propose des outils économiques et des incitations pour le maintien à la fois des écosystèmes. Sa mission, d'ailleurs, est quadruple: accroître la valeur des forêts dans la société, promouvoir la gestion et la conservation durable des forêts, et bien sûr, la valeur marchande par des services d'écosystème. Donc on a ici, je dirais, des organisations qui se sont intéressées de manière précise à la question de la déforestation depuis finalement plus d'une vingtaine d'années. J'espère que cet éclairage vous aura permis de vous intéresser également à ce problème de déforestation. Nous allons maintenant terminer ce cycle de géo par la prochaine fois une carte mentale qui va reprendre un petit peu les différents éléments. Et ensuite, nous recommencerons le programme en histoire. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage, à très bientôt.